Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de Lachenay, d'où nous sommes en direct, situé au 1400 rue Yves Blesse, une émission qui chaque semaine va dans toutes les directions. Le mercredi est disponible sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Aujourd'hui, notre deuxième invité va en intéresser plus d'un. Il marque de façon artistique les gens pour toujours dans un domaine ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années. Peu importe le temps qu'il y met, il se donne à 100% pour rencontrer les demandes des gens qui font appel à ses services. Et pour nous parler des dessous de son métier, qui en réalité est un art maintenant reconnu, nous recevrons un artiste tatoueur dédié et passionné, le sympathique Dave White. Mais tout d'abord, amorçons l'émission. Il est natif de Terrebonne, une ville qu'il a dans le sang, et chaque jour, tous ses efforts vont vers le mieux-être et l'avancement des citoyens de sa ville. C'est un politicien hors pair, mais comme vous serez à même de le constater, c'est également un homme ayant plusieurs cordes à son arc, amoureux de la vie et des gens qui l'entourent. Et pour discuter de son parcours, de ses goûts et de ses vues sur l'avenir, avec nous, quelqu'un dont le professionnalisme n'a d'égal que sa gentillesse, bien plus qu'un simple homme politique, Monsieur le maire Marc-André Plante. Bonjour Marc-André. Bonjour à vous. Très heureux de me retrouver sur ce plateau. Bien, le plaisir est pour nous. Puis, je vais essayer de ne pas vous voyer parce qu'on s'est parlé, on est du même âge ou à peu près. On s'est parlé quelques fois avant, mais je vais m'efforcer. Bienvenue à l'émission. Tu es à la tête, Marc-André, d'Alliance démocratique Terrebonne que tu as créée en septembre 2016. Mais avant toute chose, tu es un véritable Terrebonnien, puisque tu es natif de Terrebonne. C'est plus simplement qu'une ville pour toi qui est politiquement impliquée. C'est vraiment, comme je le dis en présentation, tu as ça dans le sang. Je veux dire, tu es vraiment un gars de Terrebonne. Ben, effectivement, je suis natif, donc j'ai toujours demeuré à Terrebonne. J'ai vu grandir et grossir Terrebonne, Oui. Et elle m'a vu grandir. Et certains amis me disent, et aussi grossir un peu Oui. avec ces années. Mais bref, oui, je suis un natif, vraiment, et j'ai vraiment toujours apprécié. Mes parents ont toujours été très impliqués dans cette ville-là. Alors, je pense que c'est le milieu auquel j'ai choisi pour aussi élever ma famille. Puis je dis toujours, j'ai rencontré une fille de la Rive-Sud, je l'ai ramenée sur la Rive-Nord. Ah, ben c'est du vol. Oui, c'est du vol pour les gens de la Rive-Sud. Et vous avez 2 enfants. Ouais. Comment ils se prénomment? Maëlie, ma plus vieille, a 14 ans, et bientôt, mon garçon, Félix Raphaël, va célébrer son 12e anniversaire. Alors, Donc, il y a de l'action à la maison. Parce que les 2 ados, ça déplace de l'air. il y a toujours de l'action, mais puis surtout, je dirais qu'il y a de l'action entre les 2 enfants. Hein, quand on a un garçon et une fille à l'adolescence, ça vient avec ses réalités. Tu as fréquenté Armand Corbeil, Ouais. comme moi. Je veux dire, tous les gens de Terrebonne ont fréquenté, ou Léopold Gravel. Léopold Gravel, à l'époque, secondaire 1 et 2, puis Oui. je pense que la seule école secondaire qu'on avait à Terrebonne, c'était Oui. Armand Corbeil. Alors, c'est une époque où les gens, dans la quarantaine, la génération X, entre guillemets, on a tous fréquenté cette école qui nous a certainement tous permis de grandir et de se développer. Et la maison familiale, qui a été détenue par vos parents pendant plus de 50 ans, a été vendue récemment. Ouais. Ce qui vient encore approfondir l'appartenance à Terrebonne de toute la famille Plante. Oui, effectivement, ça a été donc récemment, somme toute, un petit pincement au cœur. Oui. Hein, Ben, d'abord c'est pour pas nos facile, c'est parents. sûr. C'est quand même une étape dans leur vie de passer à un autre endroit. Donc, déménager. Puis pour nous, ben, puisque la maison est située quand même au centre-ville de Terrebonne, alors j'y passe régulièrement. Alors, ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir sa maison de tendre enfance. Je pense qu'il n'y a personne qui ne va pas revisiter sa maison d'enfance. Mais surtout après autant d'années, je veux dire, ça nous a marqué, ça c'est bien certain. On va maintenant parcourir un peu ce que tu as fait professionnellement, parce que ta première implication, ça a été avec le référendum de 95, qui a marqué l'imaginaire et l'histoire des Québécois. Ça a été, là tu as 43 ans, mais ça a été votre première implication palpable. Ben, il faut le dire, le référendum, pour un jeune qui de 17-18 ans à l'époque, le référendum, c'était un moment d'excitation. Oui. Les gens qui aiment la vie publique, la vie politique, le débat. C'est aussi des périodes où
on voyait régulièrement les grands rassemblements, l'implication, les discours politiques importants, ce qu'on voit peut-être un peu moins. Chefs charismatiques. Exactement aussi. Alors, ça a été une période pour moi de première implication qui a certainement influencé des choix de vie pour la suite. Et vos études? Oui. Parce que c'est tout jeune que déjà le choix a été fait. Je veux dire, graviter autour de la politique à peu près toute votre vie. Mais étant jeune, les études à l'université, ça a été en quoi? D'abord, je suis allé au cégep Antique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cégep à Terrebonne. Moi, je suis de la dernière génération. Pour étudier au collégial, il fallait quitter pratiquement la région. Par la suite, à l'UQAM en administration. Puis, une fois sur le marché du travail, j'y suis retourné à l'École nationale d'administration publique. Je dis toujours, avec des enfants, retourner aux études, je regarde beaucoup de gens qui le font pour différentes raisons dans leur parcours professionnel. J'ai toujours un grand respect pour les gens qui retournent aux études, parfois à un âge 30 ou 40 ans, et qui veulent parfaire leur connaissance. Ça nécessite beaucoup d'énergie et de collaboration aussi de la famille quand on a des enfants et une conjointe aussi. Sur la feuille de route politique, le cabinet ministériel pendant 13 années, c'est ça? J'ai été très chanceux d'abord. À tout jeune âge, en faisant de la politique, j'ai eu l'occasion d'être dans des cabinets politiques tout jeune, d'abord au niveau fédéral avec des bons modèles. Avec des bons modèles, avec M. Paul Martin qui était ministre des Finances, qui est par la suite premier ministre du Canada, avec Lisa Frula qui est connue dans toutes les sphères, même médiatiques, journalistiques, mais en politique. Alors ça a été pour moi une belle école qui m'a permis de voir certainement comment on peut éventuellement nous-mêmes être un politicien et être un exemple, certainement. Quels ont été vos modèles, justement, au niveau politique? Parce que là, il y a Paul Martin, il y a Lisa Frula, comme on le disait en pré-entrevue. Mais quel personnage politique vous a inspiré? Peut-être du passé, peut-être quelqu'un qui n'est plus ici, ou quelqu'un qui est toujours vivant. Y a-t-il un modèle quelconque? Au plan historique, j'aurais tendance que je suis plutôt de la grande lignée au plan idéologique de ce que j'appelle de cette lignée libérale des Georges-Émile Lapalme, Jean Lesage, René Lévesque, et j'ajouterais même Jacques Parizeau. Ça va peut-être surprendre les gens parce qu'avant, que j'ai interviewé, et que vous avez certainement déjà interviewé, mais qui avant étaient au plan idéologique des libéraux des années 60 et qui ont mené par la suite à Robert Bourassa, plus social-démocrate. Et donc, moi, je me suis davantage inscrit dans ce courant de pensée d'un Québec qui prend sa place, d'un gouvernement aussi qui est engagé socialement. Alors ça m'a toujours inspiré. Alors quand les gens disent politiquement, je m'inscris dans cette gouvernance plus social-démocrate, plus libérale qu'on a connue. L'ouverture exactement des années 60-70. C'est pour ça que je les nomme et je fais toujours exprès pour ajouter René Lévesque, Jacques Parizeau, parce que pour moi, c'était un courant d'époque. Souverainiste? Non. C'est plus à la mode. Non, mais non, je dirais pas ça. Respectueux, d'abord. Moi, je l'ai toujours dit. Pas d'exclusion. Je ne suis pas souverainiste, mais j'ai beaucoup d'amis souverainistes. Ma conjointe est souverainiste, donc je suis pas quelqu'un. Ça alimente des discussions. Non, oui, on en discute, mais je pense que le débat qu'on a connu au milieu des années 90, c'est plus ce débat-là qu'on voit aujourd'hui. Puis, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais moi, je crois profondément qu'on peut être québécois, nationaliste, défendre l'affirmation, nos acquis, notre affirmation, se développer, sans pour autant être indépendant. Et pour ça, puis je respecte les gens qui ont une opinion tout à fait différente. J'ai beaucoup d'amis. Puis d'ailleurs, dans ma propre formation politique au municipal, la majorité de mes conseillers sont souverainistes. Ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. C'est ça, c'est bien dit. Puis c'est ça la véritable démocratie, de quand même être capable de fraterniser malgré les divergences d'opinion. Donc, vous avez toujours eu un intérêt pour la politique, et la politique, c'est une vocation. En quelques phrases, vous, comment je pourrais dire, vous définissez votre approche. De quelle façon, disons, en 3-4 phrases, ce serait quoi? Marc-André Plante, comme
politicien? Ben, d'abord, moi, je le dis toujours, je suis pas un politicien de carrière. Je l'ai toujours Oui, dit. tu ne les aimes pas. Et j'aime pas les politiciens de carrière. Moi, je crois que comme citoyen, ça fait partie de notre devoir, oui, d'être engagé de plusieurs façons. On peut faire de la politique active, mais de différentes façons. Mais moi, je suis un politicien qui est là pour les bonnes raisons, qui est là pour une certaine période de sa vie. Je vais contribuer À rétablir la droiture. notamment, mais surtout contribuer à ma façon. Puis je le sais qu'après moi, il y aura certainement d'autres politiciens qui feront comme moi, qui feront leur place. Je crois profondément qu'au Québec, on a tout à gagner à avoir une diversité et une pluralité d'opinions et de politiciens aussi, puis qu'il y ait du renouvellement aussi une fois de temps en temps. Ça fait du bien dans l'espace public aussi. Une des choses que vous m'avez confiées, c'est qu'on ne fait pas de la politique pour la reconnaissance, parce que ça peut être parfois ingrat. Vous avez monté votre formation politique comme un club de hockey, je veux dire, un joueur à la fois. Et ça n'a pas dû être facile. Je veux dire, l'idée a émergé quand? Y a-t-il eu un point déclencheur, dire, là, moi, je veux partir d'une formation politique, j'ai vraiment des visées, puis ça aboutit sur un succès pratiquement instantané? Ben, d'abord, moi, l'élément déclencheur, c'est certainement les perquisitions de l'UPAC, donc la police à l'hôtel de ville à Terrebonne en juillet 2016. Dès lors, j'ai réalisé que la ville qui m'avait vu naître, m'avait vu grandir, était corrompue. Ben exactement, qu'il y avait certainement un système de collusion, de corruption. Ben, c'était l'une de mes questions. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que politicien et en tant qu'habitant aussi de Terrebonne? Ça touche au cœur, mais ça vous a fait quoi? Là, vous me répondez en même temps. Ben, moi, ça me déchirait d'abord parce que dans mes fonctions professionnelles, couramment, les gens me demandaient, mais où demeures-tu? Puis chaque fois que je parlais de Terrebonne, les gens me parlaient plus souvent qu'autrement de ces présomptions, donc de corruption. Et ça me rendait toujours mal à l'aise. Je me suis dit, ben, il faut absolument changer cette image négative d'une ville qui est prospère, une ville qui mérite aussi toute l'envergure qu'elle a, qui grandit beaucoup. Oui. Et c'est cet élément, ce déclic, cet élément malheureux qui a été un déclic pour moi d'engagement civique, et c'est ce qui m'a amené à créer un parti politique. Puis je dis toujours à la blague, puis le dis régulièrement, au départ, ma notoriété en politique à Terrebonne était plus basse que les marges d'erreur d'un sondage. Donc, il fallait... C'est tout à votre honneur. Oui, exactement. Vous avez travaillé fort parce que vous m'avez confié, Marc-André, que vous avez cogné à 10 000 portes. Oui. Je veux dire, c'est un marathon. Bien, d'abord, moi, je suis certainement du courant de la politique de proximité. Je pense j'aime ça. On veut représenter les gens, mais les représenter, il faut le faire de toutes les manières. Et je pense que le porte-à-porte, je regarde en ce moment, il y a une élection fédérale. Je trouve que c'est pas d'un coutume dans les candidats. C'est aseptisé. Exactement, le porte-à-porte. Moi, je trouve qu'un maire, même dans une grande ville, doit être présent, doit être sur le terrain. Présent ici avec Stevie Ray, sur Bâton Rouge Live, c'est bien apprécié. Terrebonne, une ville où j'ai vécu longtemps, c'est une ville qui est magnifique, où il fait bon vivre. Et le secret le mieux gardé en ville, à 10 minutes du pont Pineuf, c'est le vieux Terrebonne. Et il y a nombre de personnes qui ne connaissent pas le vieux Terrebonne, un site historique. C'est vraiment une magnifique ville. C'est un charme et je pense que c'est la plus belle carte de visite de notre ville. Beaucoup d'histoire. Partout où on va au Québec, les gens, lorsqu'on parle de Terrebonne, on parle du vieux Terrebonne. Et c'est d'autant plus important qu'on maintienne aussi cet actif patrimonial, historique. Alors moi, j'y crois beaucoup, j'y ai grandi, donc je l'ai vu grandir. Je pense que Terrebonne a posé beaucoup de gestes au cours des dernières décennies. Il y a encore du travail. Je dis toujours que notre île des Moulins, il faut lui donner encore plus d'amour. Moi, j'ai connu l'île des Moulins sans couvre-feu. Oui. Fait qu'il se passait toutes sortes d'affaires, on avait beaucoup de plaisir, mais c'est vraiment, familialement parlant, c'est un endroit qu'on ne peut pas manquer. Quelques questions avant d'aller à la pause, mon cher Marc-André. Les qualités nécessaires d'un bon politicien, en 2 ou 3 phrases seulement, ce serait quoi? Ben, j'aurais pas on pourra en parler longtemps, mais si on veut simplifier. Il y a une qualité, c'est l'écoute. La première chose. Ultimement, et comme politiciens, les gens nous partagent leur quotidien et donc on se doit d'être à l'écoute. La deuxième qui, moi, me représente bien, c'est d'être pédagogique. C'est important d'expliquer aux gens pourquoi on prend telle ou telle décision.
Et finalement, l'ouverture encore. C'est donc de l'ouverture. La transparence. Puis à la fin, finalement, il faut pas craindre aussi. Souvent, les politiciens, on est perçus, on veut toujours plaire à tout le monde. Sortir des sentiers battus? Non, je ne dirais pas là, mais je dirais, on veut toujours plaire à tout le monde. Mais dans le fond, quand on essaie de plaire à tout le monde, on déplaît à tout le monde. Alors, il faut absolument avoir la couenne dure, mais il faut se dire que des fois, il faut mieux expliquer les choses, puis il ne faut pas chercher à rallier 100% des gens, parce que c'est malheureusement impossible dans notre société. Avez-vous des visées un jour pour la politique provinciale? Honnêtement, je ne fermerai jamais la porte. Mais c'est pas dans les projets. Mais c'est pas dans mes projets. Moi, j'ai toujours dit, à la retraite, si je n'ai pas fait de politique, j'en serais pas malheureux. Parce que aujourd'hui, je vis aussi tous les effets sur notre vie personnelle et autres. C'est engageant, c'est demandant. Mais moi, je ne fermerai jamais la porte. Mais je n'ai pas de plan de carrière nécessairement au plan politique. Et je pense qu'on peut servir au Québec de plusieurs façons, que ce soit comme élu, mais aussi dans des sphères très différentes, on peut le faire. J'aime bien votre message. Avant d'aller à la pause, mon cher Marc-André, encore là, en quelques phrases, qu'est-ce que vous offrez dans votre démarche qui vous différencie peut-être d'autres partis, votre approche qui est favorable à votre ville, dans votre style, dans vos vues? C'est quoi votre démarche, quelque chose qui vous démarque? Ce serait quoi? Je pense que les gens, c'est surtout les citoyens qui me le disent. D'abord, je suis quelqu'un de très accessible. Ma famille vit ici, ça, je peux en attester, c'est vrai. Je suis très accessible. Mais surtout, j'aurais envie de dire, je suis quelqu'un qui ne craint pas de répondre aux questions, même les plus difficiles, les citoyens. Ils s'en viennent, les questions difficiles. Puis je prends le temps de le faire. Alors, je pense que dans ma personnalité, c'est sûr que je suis quelqu'un qui a un côté, je suis un gestionnaire de formation. Alors, je ne me considère pas comme un politicien au sens traditionnel, populiste, etc. Je suis quelqu'un qui a une rigueur même dans sa façon de faire la politique. Puis, je pense que ça plaît aussi à une partie de la population. Bien sûrement, parce que pour avoir remporté dès votre premier scrutin majoritairement, c'est parce qu'il se passe de quoi de bon? J'en suis convaincu. Puis, moi, je dis toujours, il faut en politique rester ce que nous sommes. Nos faiseurs d'images qui tentent de nous rendre différents de ce que nous sommes. Démasqués. Exactement. Alors, restons ce que nous sommes. Les gens nous choisissent pour ce que nous sommes, puis pour la franchise et l'humilité qu'on a aussi vis-à-vis. Puis moi, je le dis toujours, je ne suis pas un homme parfait, au contraire. Je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions à chaque fois. Mais quand on est de bonne foi, qu'on écoute, on avance dans la bonne direction. Nous allons prendre une petite pause, mon cher monsieur le maire de Terrebonne. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de l'Echelay qui est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la viande rouge ici. Le menu est complet. C'est situé, comme je vous le dis, au 1400 rue Yves Blais. Je donne le numéro de téléphone pour les réservations dans le 450 et pour la livraison aussi. C'est le 581-1888. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un homme dont l'action passe avant le verbe, le maire de Terrebonne, Marc-André Plante. Vous êtes amateur de chasse et de pêche? L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis presque 25 ans. C'est le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des batteries, allez voir François, le propriétaire et gérant de l'endroit. Donc, Performance Chasse et Pêche, situé au 303 Notre-Dame à Repentigny, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution, Rive-Nord Extermination dans le 450, c'est le 582-6706. Mon cher Marc-André, on va revenir à nos moutons. Question de s'amuser, j'appelle ça la section anecdotes savoureuses et croustillantes. Vous avez vu beaucoup de gens en cognant à 10 000 portes, donc beaucoup de gens en robe de chambre durant la campagne de 2017, qui doit donner lieu parfois à des choses bizarres ou farfelues. Exemple,
Vous êtes-vous fait mordre par un chien comme un facteur? Essayez-tu passer une anecdote en particulier non, qui ressort de non, tout mais, ça? en fait, non, ça ne m'est pas arrivé. À part les robes de chambre. À part les robes de chambre et tout ça. Mais autrement, non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le tour avec les chiens. Probablement le fait, donc j'ai une tendance à les recevoir, les amadouer. Et je vous dirais que avec la pandémie aussi, parce que j'ai recommencé le porte-à-porte, il y a beaucoup plus de chiens. Alors, je suis toujours un bon candidat en politique. Il faut apprendre à jauger cette réalité des chiens. Quand on craint les chiens, ça peut être un obstacle. Oui, il le ressent. En politique. Oui, il le ressent. Alors, mais non, mais moi je vous dirais qu'on voit toutes sortes de situations parce qu'on rentre dans le quotidien des gens. Alors, souvent les gens vont nous parler. Ils sont surpris. Ben, c'est ça, ils sont surpris. Ils sont toujours habitués, dans mon cas, de voir un maire, surtout c'est ce que je dis. Ça fait peut-être du bien aussi avec qu'est-ce que la ville de Terrebonne a vécu au préalable. Oui, d'abord les gens, j'ai rarement rencontré des gens qui me disaient, mais c'est la première fois qu'un maire vient cogner à ma porte. Ça, c'est quasi quotidien. Les gens sont surpris. Puis je pense qu'ils apprécient aussi de qu'on prenne le temps d'aller auprès d'eux. Question suivante. On entend souvent le vieil adage qui dit que de parler de religion, de politique ou du Canadien de Montréal n'est pas toujours souhaitable apportant son lot de discorde autour d'une table ou dans une fête. Ayant gravité autour de la politique presque toute votre vie, comment se passent les parties de Noël chez la famille Plante? Est-ce que c'est un sujet qui est prohibé? J'aurais tendance à dire qu'on peut-être que les gens vont m'en parler occasionnellement, mais peu finalement. Je dirais que nos proches vivent plutôt notre vie politique avec une certaine distance. C'est ceux qui sont atteints, surtout par les critiques, parce que la réalité, c'est que nos proches, ils voient davantage le côté négatif que positif. Ils ne voient pas nécessairement l'appréciation positive des gens. Alors, mais j'aurais tendance à dire les parties de Noël, on parle de tout sauf de politique, justement parce qu'on est là pour se détendre. On va maintenant passer aux questions rafales. Vous me répondez par un mot, une phrase ou un nom. En tout cas, on essaie de compresser le tout parce que nous sommes bousculés par le temps puis il y a vraiment beaucoup de matière à voir. Dans les circonstances actuelles, être politicien, c'est une profession de plus en plus ingrate. Un commentaire sur le fait que ce n'est pas si glamour que ça. Oui, oui et non, mais moi j'encouragerais toujours les gens à se lancer en politique, surtout de plus en plus de femmes. Je pense que c'est important. Ça change le visage et la manière dont la politique s'exerce. Alors, moi, au contraire, au quotidien, ce que je vis, c'est le côté très positif. Les gens sont très reconnaissants, ils nous le disent. Puis peut-être que les gens qui sont plus négatifs vis-à-vis des politiciens, ils nous parlent moins. Donc, moi, ce que je vis au quotidien, c'est très positif globalement. Vous avez, comme on le dit si bien, vous donnez l'impression d'être dans la bonne chaise et heureux de vos fonctions, ça se ressent. En une phrase, c'est quoi l'avenir de la politique municipale, spécialement avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années? Un bel avenir. Moi, je crois que... La vague est passée. Oui, la vague est passée, mais je crois que la politique municipale, c'est celle où on peut le plus rapidement agir et avoir des résultats. Moi, j'encourage, je dirais toujours que la politique municipale, c'est celle qui peut être la plus gratifiante pour une personne. Et donc, moi, je pense qu'il y a un bel avenir. Les gouvernements de proximité vont avoir une grande place. Une campagne électorale représente beaucoup de travail et je crois connaître la réponse à cette question. Est-ce que cette journée de novembre 2017, où vous avez été élu, représente votre plus beau moment professionnel à vie? C'est certainement un moment qui est au plan professionnel. Gravé à jamais. On se souvient de chaque moment, du stress de cette journée. Vous savez, c'est comme une Coupe Stanley. Oui, c'est comme une Coupe Stanley, mais c'est très particulier parce que individuellement, un scrutin où les gens portent un jugement, est-ce qu'ils t'appuient ou non, c'est très personnel finalement. On peut avoir cette impression que les gens nous choisissent ou non. Alors c'est un peu comme un blind date finalement, ça marche-tu ou ça marche pas? Alors c'est sûr qu'il y a comme ce petit élément-là qui nous revient en tête, mais à la fin, ce que j'ai réalisé avec l'expérience, c'est qu'il ne faut jamais prendre les choses en politique très personnelles. Alors, un certain détachement. Il faut avoir un certain détachement, exactement. Comme vous l'aviez si bien dit, c'est une profession ingrate.
Et les seuls appuis véritables que vous aviez, finalement, c'est votre femme et vos enfants. C'est toujours... C'est contre vents et marées. Toujours. En politique, d'abord, nos proches font une grande différence. Moi, je suis choyé. J'ai une conjointe qui peut être critique aussi. Mais c'est certain qu'ils vivent les contre-coups de notre vie publique. Alors, leur soutien est indispensable à continuer. Je ne connais pas beaucoup de politiciens qui ne seront pas reconnaissants de leurs proches. Et je les remercie de me permettre de faire quelque chose que j'aime beaucoup. Je tente, tant que faire se peut, de diminuer les effets pervers ou les effets négatifs, finalement, de la vie politique. De par votre vaste expérience du milieu, si on comparait la politique d'aujourd'hui avec celle d'il y a 25 ans, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça a été entaché. Il y a les réseaux sociaux. C'est quoi votre comparaison en quelques phrases? C'est complètement différent. D'abord, un politicien, il y a 25 ans, avait le temps de réagir. Aujourd'hui, la nouvelle, une photo, immédiatement, vous êtes dans l'actualité. Et donc, le délai de réponse est beaucoup plus court. Alors ça, c'est un enjeu. Bon, on continue avec les questions rafales en une phrase. J'aime bien cette question. Après 4 ans à la barre de la ville de Terrebonne, quelle leçon de vie retiendrez-vous à jamais? Ce que je retiens, on a beau faire des plans, d'être structuré, il y a toujours un impondérable. Il y a toujours des impondérables. Et je dis toujours, quand on règle un problème en politique, la seule certitude qu'on a, c'est qu'il y en a un autre qui va prendre sa place. Donc, il faut être prêt et habitué à cela. Alors, on a les bons réflexes, on a les bonnes idées, les bons plans, mais il faut être prêt à s'ajuster constamment. Vu de l'intérieur, c'est quoi peut-être l'aspect le plus difficile dans votre rôle de maire d'une grande ville? Peut-être un aspect qui est insoupçonné de la part des gens, qui est peut-être le plus difficile dans vos fonctions? D'abord, c'est toujours de chercher à concilier les intérêts et les besoins de tous. C'est pas toujours évident. Et parfois, on se retrouve devant des décisions où il n'y a pas nécessairement de bons scénarios, dans le sens qu'on choisit la moins bonne situation des deux. Donc, on n'est pas en train de choisir la plus belle destination, mais on choisit celle qui est la plus profitable dans les circonstances. Alors ça, c'est un élément que les gens connaissent moins. On n'est pas toujours devant des choix idéaux, finalement. C'est ça. Ça se passe comment une journée typique au bureau de M. le maire de Terrebonne? Ça ressemble à quoi? D'abord, ça jamais pareil. On ne sait jamais à quelle heure ça va commencer. On ne sait pas à quelle heure ça va se terminer. On ne sait jamais quand ça va se terminer. Un agenda, c'est un guide dans une journée, ponctué c'est une boussole. De boussole dans notre journée, ponctué de plein d'événements qui s'ajoutent au quotidien. Mais il faut être habitué, il faut être agile. C'est ça la plus grande qualité qu'on peut avoir pour bien gérer la vie politique, c'est l'agilité. On ne peut pas être une personne qui avons des manières de faire qui ne peuvent pas être brusquées au quotidien. Vous allez être malheureux, c'est certain. Vous voyez quoi pour Terrebonne, disons, dans 10 ans? Je vois d'abord une poursuite de notre développement. Je vois une ville les infrastructures, mais une ville qui va progresser, une ville qui va certainement contribuer au plan politique, économique, à être beaucoup plus fort sur l'échiquier métropolitain. Et moi, quand je regarde tous les investissements, les entreprises qui choisissent Terrebonne, c'est bon signe. C'est bon signe pour l'avenir. On est choyé tout de même avec l'avantage que nous avons de notre situation géographique. On est bien positionné dans le Grand Montréal. Maintenant, en parlant de l'avenir, on va poursuivre quelque chose que je soupçonne être un bébé à vous, mais je pense que je n'ai pas la bonne appellation du projet Une ville dans une ville. Il y a un autre terme pour ça, le projet Moody. Un petit mot là-dessus? D'abord, parce que ça a fait jaser dernièrement. Puis je pense que tout le monde a été touché. Moi, le premier, c'est frappant. Moi, ce bâtiment-là, j'ai grandi en le voyant. Exactement. Et c'est notre patrimoine industriel, c'est notre histoire. On sait que Terrebonne a vécu beaucoup de grands feux dans son histoire. Une partie, il y a 1921. Un petit peu après, je crois que c'est 1921, puis l'inondation du printemps 60. Et donc, ce sont des événements qui ont affecté notre patrimoine bâti. Alors, les gens sont très attachés à ce patrimoine. Alors, aujourd'hui, on travaille certainement à reconstruire et à préserver ce qui en reste de cet incendie de la Maudie. Et je pense qu'il y a un beau grand projet qui peut ressortir dans le secteur qui va
redéployer puis redonner vie aussi et protéger on avance, le secteur. on fonce et on avance. Exact. En une phrase, peut-on rester insensible face à la critique, spécialement si elle est injuste? Il n'y a aucun politicien qui est insensible à la critique. D'abord, les politiciens qui disent qu'ils ne le sont pas, là, nous mentent. Mais ça étant dit, c'est de quelle manière nous l'absorbons. Finalement, quelle est notre capacité à l'accepter? Oui. Puis ça nous ramène à cette qualité d'écoute. Dans la critique, il ressort aussi des façons d'améliorer. Alors moi, je dis toujours, quand j'étais tout jeune, là, vous savez, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, 25 ans, j'étais un arbitre au baseball. Vous aimez beaucoup le baseball? Oui, j'aimais beaucoup le baseball. Le premier joueur embauché, je peux l'annoncer, l'été prochain, on va avoir une équipe de balle molle, de personnalité. Je vous en ai parlé. Donc, le premier joueur embauché, si le projet peut se concrétiser, on est bien confiant. Mon contrat est déjà signé. Ben oui, on va faire du bien avec ça, des matchs bénéfices. La plus grande influence sur votre vie personnelle ou professionnelle, ça a été qui? Il y en a qui vont dire leur père ou leur mère, mais ça a été qui? Ben, j'aurais pas tendance à nommer une personne, mais je calcule que la vie m'a choyé. D'abord, j'ai été dans un milieu familial extrêmement soutenu, un milieu de vie, des voisins, riche, des amis. Riche en amour autour de tout ça. Exactement. Alors, je n'ai pas vécu des périodes de ma vie de grandes difficultés. Oui. Alors, je me considère choyé, en santé, tout ça. La gratitude. Alors, exactement. Et ça me ramène donc à dire que ça m'a beaucoup aidé donc à atteindre les objectifs que je me suis toujours donnés au plan personnel et professionnel. L'amour, nos enfants, tout ça. Ben, je pense que ça me... C'est ça qui m'a le plus influencé. Ben, parlant des enfants, encore là, en une phrase, avec quelques virgules, vous êtes vous-même parent. La vie d'aujourd'hui, spécialement avec la crise du COVID, est bien différente de ce que vous et moi avons connu. Quelles sont vos inquiétudes pour les générations à venir dans ce contexte? Ben, ce que j'ai trouvé le plus difficile, tant pour mon garçon que pour ma fille, vous savez, les deux font du sport, alors d'être arrêtés des saisons. Mais spécialement à cet âge-là. C'est pas juste l'activité physique, c'est côtoyer des amis. Donc, et ça, j'ai trouvé ça très difficile pour eux, cette période. Puis maintenant, elle reprend. Je sais que toute la population a été affectée. On parle beaucoup de la 4e vague, puis elle est bien là. Mais je pense que ça fait peur aussi. Mais il y a une vague psychologique aussi. Il y a d'autres effets liés à cette pandémie qu'on sous-estime beaucoup. Et moi, je m'en préoccupe aussi au-delà de l'aspect de la pandémie. Il y a aussi des effets sociaux qui sont importants chez nos jeunes. Alors, toujours, il faut mettre le temps et l'énergie pour les soutenir. Puis moi, je dis jamais non à des projets qui proviennent de jeunes parce qu'on a un travail à faire. C'est notre avenir. On va parler un petit peu rapidement de la crise du COVID. Quelle est la leçon collective à retirer de tout ça? Bien, je pense qu'on est une société résiliente. On ne le savait peut-être pas. On s'est prouvé les choses. On a peut-être, depuis la Deuxième Guerre mondiale, je pense que comme société, on n'avait peut-être pas vu justement cet aspect de sacrifice, cet aspect du collectif. Et quand je regarde avec le recul les 18 derniers mois, globalement, la population a suivi, a été résiliente, et donc les gens ont été contributifs. Et ça, pour moi, ça me dit qu'il y a quand même toujours un sens commun et un sens collectif. Puis ça me donne espoir pour l'avenir. La vocation de l'émission, c'est de faire découvrir derrière le statut les gens. On va aller dans un tout autre ordre d'idées. Quelle est la recette d'un amour sain et durable? Parce que vous êtes avec la même conjointe depuis très longtemps. En quelques phrases, c'est quoi la recette d'un amour sain et durable? Ben d'abord, je pense qu'une relation, c'est mutuel. Donc, on doit être dans une relation d'égalité, d'équité, de soutien mutuel. Une bonne relation qui fonctionne à long terme, c'est un peu comme la politique. Il faut être flexible et il faut être agile. Alors, je dis toujours, réussir en amour, c'est aussi, quand on réussit en amour, on va réussir en politique. Ah, c'est bien dit. Alors, si ça va bien au foyer, bien, le restant va suivre. Exactement. Moi, je vous connais bien articulé, évidemment, on le voit. Vous êtes maire de Ville-de-Terrebonne, quelqu'un qui ne s'exprime pas facilement, là, il serait dans le pétrin. Vous êtes humble et gentil. En tant qu'homme, dans la vie de tous les jours, moi, je pense que what you see is what you get dans votre cas, mais vous vous qualifiez comment en tant qu'homme?
Ouais, Parce qu'il n'y a pas une grosse différence avec l'homme politique. Non, moi, au quotidien, je suis toujours la même personne. Easy going. Oui, exactement. Je suis la même personne. D'ailleurs, les gens qui m'entourent, je les tutoie. Et les gens, il y a un obstacle, ils m'appellent toujours Monsieur le maire. Mais moi, certains vont m'appeler par mon prénom et j'ai pas d'obstacle. Ouais. J'occupe une fonction. Cette fonction-là ne m'appartient pas. Elle m'a été prêtée. Et je l'occupe le temps que la population le voudra. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très ouvert et très accessible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de barrière, finalement. J'aime pas ces barrières. Une dernière question avant de tomber un petit peu dans le sport. On a pratiquement terminé. On vit présentement en démocratie, puis évidemment, c'est beaucoup mieux qu'une dictature, mais le système demeure imparfait. Il y a encore des améliorations qui sont possibles. Mais sur quelle sphère? On devrait améliorer donc la participation démocratique. Ben, moi, je suis toujours, je respecte la non-participation. Par contre, ça a un coût. Mais ça a un coût et c'est sûr que je suis toujours préoccupé d'une certaine forme de désengagement ou du cynisme. En fait, ce qui m'agace plutôt, c'est le décrochage démocratique ou le décrochage complet. Et la corruption n'a pas aidé. Oui, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais ce que je dis aux gens, c'est pas parce qu'une personne ou quelques personnes ou des gens que tout le monde est malhonnête dans la société. Et la problématique, c'est qu'on a tendance à mettre en lumière le négatif ou les choses qui n'ont pas fonctionné. C'est ça. Mais si on met en lumière les gens qui ont réussi, qui sont capables de faire de la politique en étant droit, en faisant les bonnes choses, peuvent faire des petites erreurs à l'occasion, mais à la fin, là, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est ce que je souhaite. J'espère que les gens vont être moins cyniques vis-à-vis la classe politique et toute autre personne. C'est l'ouverture des camps d'entraînement aujourd'hui. Nous sommes le 15 septembre. Vous avez vos billets de saison pour le Canadien de Montréal depuis une quinzaine d'années. Donc, un fervent, est-ce qu'on peut dire un partisan du CH? Ben, d'abord, un partisan du Canadien depuis toujours. Bon, beau temps, mauvais temps. Peut-être comme tout le monde, on a... Confiant pour la prochaine saison? Confiant pour la prochaine saison. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui, mais on a été surpris. Puis je pense qu'on s'y attendait moins. Ça fait du bien. Mais ça faisait du bien de goûter à de longues séries éliminatoires. Mais oui, je trouve que le hockey, ça me détend. Ça me permet on rencontre le hockey, pour moi, est une raison de voir souvent des amis qu'on se côtoie pas nécessairement sur une base hebdomadaire. C'est une occasion aussi de se détendre. Puis moi, j'adore ça, que ce soit chez moi ou au Centre Bell, avec l'ambiance, éventuellement. Mais surtout qu'on a une bonne équipe, le présentement, c'est le fun. Ma dernière question que j'ai posée à Chantal Maccabé il y a 2 semaines, qui de Weber à Perry ou Dano va manquer le plus aux Canadiens? Weber pour son leadership, ça c'est sûr, certain. C'est quand même le capitaine d'équipe, donc c'est quelqu'un qui inspire le respect. Et donc, je dis toujours, un joueur a un impact sur la patinoire. Ça, c'est une chose. Mais il y a des joueurs qui ont un impact sur ses autres collègues. Sidney Crosby, ça exactement. C'est pour ça que je dis que dans les 3 joueurs, j'ai tendance à dire que chez Weber, au total, il y a plus d'impact. Je pense que Marc-André Plante aussi a beaucoup d'influence positive sur son équipe et sur les citoyens. Merci pour cette passion et cet engagement que l'on ressent véritable. Je veux dire, c'est palpable. Et je dis pas ça pour tomber dans la flagornerie puis dans le flattage puis tout ça. Je veux dire, on le ressent. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup d'avancement encore dans les années à venir pour cette très belle ville de Terrebonne. Merci au nom des citoyens et au nom de l'émission d'avoir été des nôtres. On va se reprendre, Marc-André. On va sûrement faire du bien avec des matchs bénéfices pour l'équipe de Val-Moll du Bâton Rouge Lachenay. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous de l'invitation. On se reprend, Marc-André. Merci beaucoup. Bonne journée. Sans faute. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, soit Samoto, qui est situé au 133 Notre-Dame à Repentigny, un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier, de longues explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Donc, Samoto, les tops de la mécanique, 133 Notre-Dame à Repentigny. Je vous parle maintenant d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym, qui est situé au 530 Notre-Dame à Repentigny. Une très belle salle de musculation qui vous attend sur place. Et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit pour vous. Beaucoup d'expériences qui vous attendent justement dans ce très beau gym. On va répondre à vos besoins. Quand on parle d'expérience, le propriétaire et coach sur place, Yves Jabouin, à 31 combats MMA en carrière. Et ça veut tout dire. Donc, TriStar Gym,
ambiance et compétences, situé au 530 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, au tour de notre deuxième invité, il gagne sa vie dans une sphère d'activité de plus en plus en vogue. Il ne pourrait être plus à la mode puisqu'il est artiste tatoueur. C'est une chance de l'avoir avec nous puisqu'il a beaucoup de travail par les temps qui courent et pour nous expliquer de quoi il en retourne. Et qu'est-ce que ça veut dire de laisser sa trace sur quelqu'un à jamais, en plus de quelques anecdotes et fonctionnements du métier. Avec nous, un artiste passionné du tatouage, Dave White. Bonjour mon Dave. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Le plaisir est pour nous. Bienvenue à l'émission. On va parler d'entrée de jeu de l'incidence du COVID sur ton métier parce que tu as une proximité avec les clients. C'est un travail aussi qui se fait avec des aiguilles, donc ça a dû être particulier. On en sort tranquillement. On parlait de la 4e vague avec M. le maire. Quelle a été l'incidence pour toi en tant qu'artiste tatoueur? Bien, c'est sûr que moi, je fais partie un peu du domaine de l'esthétique. Donc, il y a eu un arrêt, si on peut dire, avec le confinement total, complet, exactement. La reprise d'activité s'est faite à partir du 8 février officiellement. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'engouement au niveau des artistes un peu répartis au Québec de continuer leur art parce que c'était une passion avant tout. Puis, on pouvait sentir le coup sur les réseaux sociaux. Alors, c'est sûr que ça a amené des précautions, je pourrais dire aussi, d'avoir du matériel pour pouvoir travailler de plus près. Parce que oui, effectivement, tout dépendant des zones qu'on travaille, des fois on peut être appelé à avoir le visage près de l'autre. Donc quand ça a recommencé, c'est sûr qu'on était vraiment, comme on peut dire l'expression anglaise, soulagé. Oui, soulagé aussi. Il faut vivre. Oui, absolument. Donc, on commençait le booking. Notamment avec aussi, 2 jeunes enfants aussi. 2 jeunes enfants aussi. La garderie était rendue à la maison, s'est transformé en éducateur, éducatrice pour une petite période. Puis, on manquait pas d'action parce qu'ils sont jeunes. D'entrée de jeu, mon cher Dave, tu as une formation dans le domaine télévisuel et dans le graphisme. Et ça représente un avantage certain pour ce que tu fais. Écoute, c'est indispensable, je pourrais dire. Moi, j'ai commencé comme graphiste dès que j'ai fini mon secondaire. J'ai fait un DEP spécialisé en imprimerie. Donc, c'est sûr que moi, j'avais déjà un gros background parce que depuis mes 13 ans, je faisais tout ce qui était les montages photos sur les logiciels adaptés pour le montage. Donc, j'ai commencé comme ça, graphiste. Je faisais, en fait, je suis dans des imprimeries pendant 8 ans. Fait que j'ai appris là vraiment tout ce qui était les mesures, les impressions, la qualité. Notamment, en fait, j'étais comme dans un de mes travail, un de mes métiers, j'étais dans une entreprise qui faisait des souvenirs pour les défunts. Donc, j'ai appris beaucoup la retouche photo, reconstruire des visages, des fois des photos de personnes âgées qui datent de 1975-80. Reconstruire un visage pour que la famille le reconnaisse. Fait que j'ai comme eu un gros bagage avec ça. J'ai fait un bon 8-9 ans, je dirais. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très ambitieux dans la vie, qui a besoin de foncer, perfectionniste. Une des qualités d'un artiste tatoueur, parce que je veux dire, si t'es pas perfectionniste, tu vas faire un massacre. On l'espère pas, faut pas se le dire en fait, mais c'est sûr que c'est très important, c'est une qualité très précise à avoir. Juste en fait pour dire que j'étais très ambitieux puis j'ai besoin de défis, donc j'étais allé faire l'école du 3D, 1 an intensif. J'ai mis beaucoup de travail temps plein, j'ai avancé là-dedans, puis j'ai eu mon diplôme, j'ai été travailleur dans plusieurs studios d'effets visuels. Remarquable au Québec, là, dans aussi des studios, des studios américains qui viennent s'introduire. Tu as côtoyé des gens importants du milieu du cinéma? Pas vraiment parce qu'on est un peu l'arrière. Non, malheureusement, ni Angelina Jolie, j'aurais bien aimé. Mais tout ça pour dire que oui, ça fait partie de mon background, mon expérience, je m'en sers. Mes clients, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est quand ils viennent me voir. J'ai une bonne écoute, une bonne vision des choses. Ça, on va en parler plus loin parce que tu te retrouves un peu comme un coiffeur ou un barman. Je veux dire, tu as des confidences, il y a des gens qui ont besoin de conseils, qui ne sont pas certains. On va parler maintenant des qualités du bon tatoueur. C'est pas seulement une question d'expérience. Il faut savoir écouter, comme tu le dis si bien. Tu es un peu comme un coiffeur, un barman. Mais c'est quoi les qualités principales requises pour être un bon tatoueur? Ben, tu l'as dit tantôt, être perfectionniste, respectueux, d'être quand même quelqu'un de neutre au niveau des opinions parce que la personne vient me rencontrer, a vécu, peut-être son tatouage est significatif, peut-être perdu un proche d'une certaine façon ou peut-être comme traversé une période de sa vie difficile. Fait que moi, c'est sûr que c'est l'écoute, une grande écoute au niveau de cibler ce que la personne voit dans sa tête. Moi, je suis l'intermédiaire entre son imagination et ce qu'elle désire avoir en termes de projet. Fait que ça fait et tu as des gens qui vont te voir, qui vivent des émotions. Absolument. Donc, tu écoutes. Et quelqu'un qui se fait tatouer 36 fois, tu développes avec. Et je veux dire. C'est une belle relation de confiance qu'on bâtit avec la clientèle. T'es un peu psychologue. À mes heures aussi. Je vais aller faire tatouer chez toi. T'es là, bienvenue tout le temps.
Tu définis ton approche et ton style comme artiste tatoueur, comment? Un artiste qui travaille le réalisme, ça, moi, la reproduction vraiment de ce qu'on voit dans la vie. On a quelques photos avant de les oublier, des choses que tu as fait, que c'est remarquable. C'est vraiment très beau. Merci beaucoup. Non, c'est vrai. Je suis passionné, hein? C'est sûr, je vais toujours chercher à aller. Celui-là est vraiment magnifique. Un classique, un beau lion curieux. Oui, c'est très bien. Et ça, c'est mon dernier. Carnage, qu'on voyait sur ton Facebook cette semaine. Le film sort bientôt. Oui, c'est ça, ça va être quelque chose. C'est vraiment bien réussi. Ça donne le goût de se faire tatouer. Si on faisait une comparaison avec d'autres formes d'art ou d'expression, on compare ça à quoi, l'art du tatouage? Oh mon Dieu. La peinture? Je pense que la peinture, c'est assez proche, je dirais, n'importe quel métier d'artiste, artisan à la maison ou comme de passion. C'est sûr que c'est particulier, c'est pas comme travailler au Dairy Queen, je veux dire. Ah non, écoute, tu marques les gens à jamais. Fait que, ben, c'est sûr qu'à l'arrière, dans le coulisses d'un métier de tatoueur, c'est sûr qu'il y a énormément de travail qui est entrepreneur, là, comme je dois répondre à beaucoup de... Oui, quelqu'un qui arrive, là, qui n'est pas certain de son coût, sauf pour la catégorie. Il sait qu'il veut un tatouage qui est relatif au Canadien de Montréal. Mais là, toi, tu interviens. Oui. Tu le mets face aux conséquences. C'est un pensez-y bien. C'est permanent. C'est sûr que je vais guider à travers son expérience pour que ça sorte le mieux, puis que le choix soit comme vraiment fidèle dans sa tête là, le plus possible. Ben, c'est ça, en fait, comme tout, c'est un métier qui est vraiment, c'est artiste, mais en même temps est entrepreneur. Fait que c'est sûr que c'est un mélange de plusieurs métiers ensemble, je pourrais dire. De comme faire une composition, que la personne soit aussi contente de ce que tu lui montres. C'est important. Ah oui, il y a plusieurs aspects là. On ne voit pas toujours dans les métiers l'arrière-scène. Oui, on est ici justement pour ça, pour dévoiler de quoi il en retourne. Si on fait, disons, une récapitulation des 15 dernières années sur les tendances et tout ça, c'est quoi que tu notes dans l'évolution du tatouage? Parce qu'on voit, véritablement qu'il y a de plus en plus de gens, beaucoup tatoués. Tu vois quoi comme progression? Ça va s'arrêter où? La qualité, je pourrais dire, le niveau de détail qui augmente. On n'est plus au niveau des tatouages de gars de peine. Non, ben tu sais, les crayons bic chauffés. Crayons bic, les cuillères chauffées, ça on est vraiment loin de là. Il y a un énorme avancement pour le si peu de temps qu'on a eu. Puis tu sais, je pense qu'à travers le monde, il y a plusieurs artistes qui sont vraiment impressionnants, puis on s'inspire tout le temps un peu. On se motive au Québec, il y a une belle relève au niveau des artistes. C'est incroyable ce qu'on peut faire au Québec. Tu travailles beaucoup d'heures? Ouais, écoute, ou tu te disciplines, tu dis moi je travaille 9 à 5 ou ben, c'est sûr que la réalité des enfants, la réalité des enfants, c'est toujours... Mais disons que tu n'aurais pas d'enfants. La plupart des tatoueurs font plus que 40 heures par semaine s'ils connaissent du succès. Je dirais que moi, en ce moment, je fais du 5 jours semaine. Je commence à 9h30, je reçois mon client à la maison, tout mon matériel est prêt, puis c'est sûr qu'à 16h, je m'arrange pour qu'on ait fini une bonne séance. Ouais. Des fois, des projets qui vont demander plus de temps, donc plusieurs séances. On peut s'en voir, mettons, un mois après. C'est sûr, les enfants, j'essaie de garder un 40 heures semaine en termes pratiques. Oui, c'est ça. Mais pour un équilibre. C'est important là, pour la Le plus long tatouage que tu as effectué, c'était combien d'heures? Je pense que ça n'excède pas un 7 heures de 7 temps. heures? Donc, une journée. Tu le fais en une journée, à l'horaire, tu n'as qu'un client. Un client, je suis... C'était quoi ce tatouage-là? Oh mon Dieu... Carey Price? J'aurais bien aimé, là, mais c'est sûr que des fans des Canadiens qui veulent se faire tatouer... T'en as plusieurs? Mais si vous en avez... c'est bon. Dave, nous allons prendre une pause. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay qui est situé au 1400 rue Yves-Blais. Nous sommes en compagnie d'un artiste tatoueur bien intéressant et très talentueux, soit Dave White. Je vous parle maintenant d'une entreprise où qualité et service sont au rendez-vous, soit M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchie. M Pavage est le spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien, d'entrée, d'asphaltage, de nettoyage, de colmatage de fissures et d'application de scellants protecteurs, votre entrée redeviendra comme une neuve. Des prix compétitifs pour un travail de qualité qui vous attendent chez M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 754-0069. Je vous parle maintenant de la zone vêtements de sport et classiques, une super belle boutique qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix, je vais vous en nommer quelques-unes. Better Barley, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Et dernièrement, il y a des nouvelles marques comme Koala. C'est une nouvelle marque qui est très en vogue pour les jeans, les t-shirts, spécialement pour hommes. Il y a les marques de choix également comme Lacoste pour les vêtements et les souliers et le classique Timberland. Donc, la zone vêtements de sport et classiques, c'est sur 148 Notre-Dame à Repentigny.
Mon cher Dave, Yes. peut-être selon les énergies du jour, parce que parfois on a moins d'énergie, d'autres fois plus, ou la demande du client, beaucoup d'heures et de complexité de certains tatouages, ou aussi la nervosité du client inexpérimenté ou parfois intoxiqué. Tu as sûrement vécu ça, tu as quelqu'un qui arrive qui est intoxiqué. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression sur l'artiste tatoueur qui ne peut manquer son coup? C'est très important de vider son stress avant de commencer une séance parce que c'est permanent, on va donner la meilleure qualité possible. C'est sûr que comme tous les êtres humains, le stress a une influence sur nous, donc c'est super important de faire attention, de commencer, recevoir son client, d'être détendu, de le mettre en confiance, de l'accueillir, de l'écouter. Un ressenti qui se fait aussi, la demande, la proximité avec ton client. Exactement. Parce que je veux dire, tu n'as pas de marge de manœuvre. Non, pas beaucoup. Puis c'est sûr que, tu sais, à force d'évoluer, je pourrais dire, avec l'expérience, c'est sûr que maintenant, je suis beaucoup moins stressé, je dirais qu'il y a déjà 3-4 ans. Quand je commençais, pour en parler à ma conjointe, j'avais tout le temps chaud quand je commençais. Parce que je veux pas, c'est normal, nouveau, puis on a peur un peu. Et on se met de la pression quand on est perfectionniste, n'est-ce pas? Absolument. Je veux dire, les perfectionnistes sont parfois plus nerveux. Pas trop de café, par exemple. OK. Je veux dire, moi j'adore le café, c'est très important pour moi parce que ça m'aide à progresser, à avoir l'énergie. Mais pas 4 cafés un après l'autre. C'est sûr que quand il est rendu, mettons, 10 heures, puis je suis rendu à mon 3e café, il faut que je m'en parle. C'est bon, ça. Qu'est-ce que celui qui vient se faire tatouer veut exprimer en général? Parce que c'est une forme d'expression. Il y en a qui vont dire la rébellion. Ça veut dire quoi? Ben, c'est sûr qu'on a surtout pour ceux qui en ont beaucoup. On est des spectateurs, hein? Quand on se promène partout, on affiche sur notre corps, les gens voient le projet qu'on leur fait. Je dirais généralement, c'est ce qui les compose, ce qui les passionne, les enfants, aussi la famille, ce qui est important, les valeurs de vie. C'est ce qu'on veut vraiment exprimer. Il y en a qui le font un peu plus intime, donc ils vont aller chercher les régions du corps un petit peu plus en retrait visuel. Mais généralement, quand on parle des grosses pièces, c'est sûr qu'on essaie de faire un peu un entre-deux, un équilibre là-dedans, en pouvant dire la personne qui veut se faire tatouer, mettons, un but en particulier ou une période de sa vie qui a été difficile, mais c'est sûr qu'en même temps, moi, je veux apporter le wow effect. Donc, je vais essayer de inviter. Aussi. T'en as eu quelques-uns. Oui, ben c'est ça. Comme exemple, ma mère, elle adorait les cardinaux, les oiseaux cardinaux. C'est bon, je vais l'introduire, un petit clin d'œil, mettons, aux proches, des choses comme ça. C'est-tu arrivé que tu as eu une demande de tatouage peut-être un peu trop haineuse? Tu as eu une réticence, tu l'as déconseillé ou carrément refusé? Ça ne m'est pas arrivé honnêtement, mais c'est sûr que. Un sigle nazi, exemple, tu dis, ben non, on fait pas ça ici. Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu refuserais si c'est trop élevé? Ben, c'est sûr que moi, en même temps entrepreneur à mon compte, je peux quand même décider de ce que je fais, ce que je fais pas. Tu ne peux pas t'associer à ça. Non, exactement, c'est ça. Je dirais quand même dans les règles de l'art, je pense. Et c'est pas seulement pour les jeunes, je pense qu'il y a de plus en plus de gens un peu plus âgés. Tu as eu des gens à 60 ans et plus qui se font tatouer. Je dirais que mon aîné de ma clientèle, elle a 84 ans, c'était sur son bucket list d'avoir un tatouage. Elle a toujours rêvé d'avoir un tatouage, puis un peu dans son jeune temps, les tatouages, c'est sûr que c'était comme un peu moins bien vu que présentement, je pourrais dire. Mais de plus en plus, je reçois des personnes dans le groupe d'âge entre 40 et 60 ans, puis écoute... ça fait bizarre au début? Ils prennent la piqûre, comme on dit. Ah, c'est bon, ça, j'aime ta comparaison. Comme tu me disais en conversation de pré-entrevue, c'est le 2e plus vieux métier du monde. Donc, c'est là pour rester, parce que ma question, c'était, est-ce que ça va être seulement une mode qui va passer et dans 20 ans, les gens qui sont tatoués de la tête aux pieds représenteront des caricatures? Mais toi, tu m'as dit non, c'est pas ça du tout. Non, honnêtement, ben, c'est sûr qu'on voit toujours des gens qui ont des tatouages un petit peu moins bien faits ou qui ont des vestiges du passé, qu'on peut dire. Mais je sais qu'on s'en va vraiment vers une vision, une évolution du tatouage qui peut être encore plus... évolution aussi au niveau des préjugés des générations passées, parce que toi et moi, on en a parlé au téléphone. Et ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Les parents qui viennent dans les projets avec les jeunes, j'ai tatoué en fait des mères et des filles ensemble. Mais il faut avoir 18 ans? Oui, 18 ans, c'est important. Si la personne est un petit peu plus jeune, c'est sûr que ça prend l'autorisation parentale. Mais c'est sûr qu'en bas de 16 ans, moi, personnellement, je ne veux pas aller vraiment dans cette avenue-là, mais c'est vraiment important que le choix soit fait, pensé, parce que je ne veux pas ça reste. Mais c'est sûr que le laser aussi, qui enlève le tatouage, qui est maintenant très efficace. Mais c'est sûr que... Pas 100%. Ben, je dirais qu'on peut aller pâlir plusieurs séances. C'est plus facile sur un tatouage vert
Qu'un les tatouage verts, oui, foncé. plus le tatouage est ancien, que ça a décolorie avec le soleil. Parce que le soleil est pas mal l'ennemi du tatouage. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est encore plus facile. Plus c'est foncé, plus ça prend de séances, ça s'en est tatoué. Plus c'est déjà pâle avec des amis, plus c'est facile à faire. Quand tu effectues un tatouage sur le bras ou une partie du corps de quelqu'un, tu demeures lié avec cette personne-là pour toujours. Et j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect perfectionniste. Je veux dire, être perfectionniste, ça peut être souffrant. Mais dans ton cas, je veux dire, tu as amadoué cet aspect-là. Je veux dire, comme on disait tantôt, quelqu'un qui n'est pas perfectionniste puis que let's go, ça presse, ou qui a un horaire trop chargé, ça sera pas bon. Non, c'est sûr. Il faut essayer d'avoir. Faut essayer de jauger comme les projets, de dire qu'est-ce que je peux livrer comme qualité, comme marchandise, avec ce que je suis capable de faire pour dans le temps que j'ai. Mais c'est sûr que la qualité de perfectionniste, c'est pas toujours une qualité qui est le fun, parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait. On n'en dort plus. Non, exactement. Des fois, j'en rêve la nuit, ça m'arrive. Mais je pense que c'est ce qui me fait en sorte d'évoluer puis aller encore plus loin. Oui. Je suis rendu à 4 ans d'expérience déjà. Je veux faire ça pour encore longtemps. Je me compare un peu. Tu te vois dans 10-15 ans encore, tout simplement un meilleur artiste de tatouage. Pour moi, me lever le matin, c'est pas travailler. Je me dis toujours quand on travaille pas, quand on sent pas qu'on travaille, c'est plaisant. Tellement vrai. On va aller maintenant dans la section anecdotes savoureuses. Le plus bizarre tatouage qui a été demandé et la partie du corps peu orthodoxe, comme les parties. Es-tu passé par là? Je veux dire, quelqu'un veut se faire un tatouage sur ses parties génitales, ou le tatouage le plus bizarre dans un endroit bizarre, ce serait lequel? J'en ai un qui est un peu qui répond aux deux questions en même temps. C'est drôle parce que j'étais sur un groupe Facebook où qui se partageait comme du contenu humoristique. Puis à ce moment-là, le gars qui avait la page de président, je pourrais dire, ou l'administrateur de cette page-là, que je nommerai pas le nom, mais il y avait comme, je pense, 10-15 000 abonnés. Lui, il avait fait un défi, il avait parlé avec ses abonnés, il a dit quand je vais avoir 10 000 abonnés, je vais me faire tatouer le logo de ma page sur les fesses. Puis écoute, je pense que ça a pris comme 2 jours à avoir les abonnés. Fait qu'il a fini les fesses à l'air sur ma chaise, puis j'y ai fait un tatouage. Fait que tu as travaillé avec une paire de fesses dans la face c'est ça, pendant 2 jours. Mis mon masque, un double masque. Une autre anecdote peut-être? Une anecdote peut-être un petit peu plus fun. Je dirais que j'avais un couple de clients quand j'ai commencé. Ce couple de clients-là, j'avais à ce moment. Quand j'ai rencontré la fille du couple qui nous a tatoué, à ce moment-là, elle avait une amie qui est venue avec elle. Puis ça a vraiment cliqué, on a eu un coup de foudre ensemble. Puis de fil en aiguille, on est rendu avec 2 enfants. Je pense que ça m'a apporté vraiment. Et ta compagne est avec nous, tu me racontais ça tantôt, c'est cute comme on dit. Quelles sont les tendances présentement du tatouage? Je dirais beaucoup le réalisme, vraiment de reproduire. Qui veut dire? Ce qui veut dire en fait, si on prend une photographie. Tu veux la même chose. Exactement, c'est une reproduction réelle, le plus 3D, la perspective, le focus, vraiment c'est tous les éléments. C'est très en demande, je pourrais dire le réalisme. La couleur aussi. On va être de plus en plus coloré dans nos projets. Pour les personnes qui n'ont pas de tatouage et qui y songent sérieusement, est-ce que ça fait mal? Et qu'est-ce qui est demandé le plus souvent comme la partie du corps? Évidemment, les bras. Les bras, les jambes, les cuisses. Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il y a un danger d'infection? C'est sûr qu'avant de faire la séance, c'est important d'être sanitaire, de tout désinfecter. Pas après une journée sur le chantier? Non, exactement. Pas dans le sous-sol avec le plâtre, la poussière, le matériel. C'est très important de tout désinfecter pour dessus. Spécialement en période de COVID? Absolument, exactement. Puis on prépare tout, on stérilise tout. Très important, les aiguilles, que ce soit stérilisé. On travaille vraiment moi, je travaille avec le top du matériel. Je n'hésite pas d'aller acheter ce qu'il faut le plus. Tu es perfectionniste. Exactement, je veux la qualité pour livrer le plus de qualité. Fait que, je dirais que dans le fond, c'est ça, les bras, les cuisses, il y a des endroits où ça fait plus mal que d'autres. Mettons, le niveau des côtés de corps, c'est sûr que c'est plus douloureux, je pourrais dire. Tout ce qui est articulation, les côtes. Si je prends tout le temps l'exemple quand les clients me demandent si cet endroit-là fait mal, je me dis tout le temps, si on veut se protéger, on va
recroquevillé sur soi-même, donc on se protège avec l'extérieur. C'est sûr que tout ce qui est comme un peu exposé comme ça, c'est moins douloureux. Dès qu'on ouvre un peu, on a les nerfs au niveau des articulations. C'est sûr que donc c'est bon d'être relax avant d'y aller. C'est important, une journée du pot idéalement. Est-ce que tu as beaucoup de tatouages qui sont regrettés du passé que tu dois couvrir par d'autres choses? Exemple, le nom d'une ex ou d'un ex? Ça m'est pas arrivé au niveau d'un... oui, ça m'est arrivé changer Linda pour Samantha, disons. Non, ben ça en fait je pourrais pas le faire, là, mais oui, ça m'est arrivé de couvrir le nom d'un ex, de le père de son enfant en fait, puis qu'il n'avait pas une très bonne relation avec cette personne-là. Donc j'ai fait un beau projet, en fait c'est une reproduction. Et ça ne paraissait plus. Exactement. Alors, on a couvert ça avec le petit pied, en fait, une empreinte de petit pied de son enfant. Et on a couvert le nom par-dessus, puisque c'était quand même noir foncé, on a couvert. Sinon, ce que je dis, c'est sûr, il y a beaucoup de gens qui me demandent pour des covers qu'on appelle. C'est sûr qu'il y a des tailles de cover qui peuvent se travailler assez bien, je dirais, mais quand c'est un petit peu plus gros, on ne peut pas faire de la magie nécessairement. Donc c'est sûr que je conseille beaucoup de détatouage. C'est ce qu'on peut. Puis je crois que les gens ont une espèce de peur du détatouage juste au laser au niveau de la douleur. Mais j'encourage les gens vraiment à y aller. C'est pas si douloureux que ça. Puis ça permet d'aller plus loin dans ce qu'on peut. Dernière question, ton conseil pour les gens qui sont des futurs adeptes, tu leur dis quoi? Moi, je leur dis de bien... d'aller voir. Exactement, ça c'est certain. Mais je leur dis de bien se préparer, de penser vraiment, idéalement d'avoir une signification, ça va donner un peu plus de punch au projet. D'être bien certain de son choix. Exactement. Si ça rentre dans le manche, c'est mieux d'attendre pour ne pas regretter. Absolument, oui, c'est très important de penser à ça. J'ai des gens qui viennent me voir, ça fait 1 an, 2 ans, qui attendent de vraiment être prêts, qui ont un peu pensé à leur affaire, qui sont prêts, puis ils viennent me voir, puis ça se passe bien. Si on veut te rejoindre, Facebook, Dave White. Oui, Dave White Tattoo, ma page est disponible sur les réseaux sociaux. Sinon sur Instagram aussi, Dave White Tattoo, je mets tout ce que je fais là-dessus. Puis il y a beaucoup de contenu qui va venir aussi dans le futur. Je suis quelqu'un qui aime ça, innover, donc c'est des belles surprises qui s'en viennent. Je te félicite parce que tu es animé d'une belle passion. Je te dis un gros merci parce que je sais que tu es très occupé. Ça a été long, on s'est parlé plusieurs fois. Moi, je voulais avoir un artiste tatoueur bien articulé comme toi pour venir expliquer de quoi il en retourne. Je te souhaite une longue vie dans ton entreprise et des succès dans ta passion. Tu es très sympathique et talentueux, j'en suis certain. Merci d'avoir reçu. À la prochaine. On va se reprendre, Dave. Ah, ça c'est certain. Je sais pas, 6 mois, 1 an. Merci d'avoir été des nôtres, très gentils. Maintenant, en terminant, je vous parle d'un centre d'imagerie que l'on surnomme l'incontournable et pour cause, soit Pixel, un de nos principaux partenaires ici à l'émission. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord et c'est pas tellement dur à situer puisque c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel qui vous attend. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, le centre d'imagerie numéro 1 de la Rive-Nord, dans le 450, c'est le 654 99 44. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.